Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Chloé Grumeau de l'atelier des Trois Oursons. Dans sa jolie tanière, Chloé reçoit des familles pour du coaching en parentalité positive, des ateliers et des stages créatifs. Elle intervient aussi dans les écoles, où elle anime des ateliers de méditation destinés aux enfants et aux ados, pour améliorer la concentration et apprendre à gérer le stress. C'est à la suite d'un burn-out qu'elle a quitté sa carrière d'architecte pour suivre son étoile polaire, ou plutôt sa grande ours, en composant cet espace où adultes et enfants peuvent co-créer une famille à l'écoute et bienveillante où chacun trouve sa place. Nous discutons de ce qu'est la parentalité positive, des bienfaits de la pleine conscience chez les tout-petits, de comment aborder la philosophie avec les enfants. Et aussi concrètement, Chloé nous livre des petits gestes à adopter au quotidien pour s'engager sur cette démarche vers une vie plus profonde et sereine. Avec un maître mot, ralentir, pour profiter paisiblement du chemin, à pas d'ours. Un épisode tout doux comme du miel pour nos oreilles, pour croire à la construction d'un monde meilleur, grâce à toutes les graines semées dans le cœur et l'esprit des enfants, que ce soit à l'école ou dans leur famille, par des parents ou des intervenants comme Chloé. Bonsoir Chloé, je suis ravie de te recevoir. Tu es Chloé Grumeau de l'atelier des Trois Oursons. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Bonjour Claire. Alors, oui, mon parcours, c'est je suis maman de 3 enfants, d'abord, et je suis architecte de formation. J'ai toujours, par contre, été très créative, j'ai toujours fait du dessin, de la sculpture. Et puis, il y a quelques années, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire un virage et un changement professionnel. Je pensais avoir le temps de le mettre en place et finalement, la santé a pris le dessus. J'ai fait un burn-out. Et bon, ça a mis le terme à ma carrière d'architecte. Je me suis lancée dans tout à fait autre chose. Je me suis formée pour accompagner des familles et des enfants dans d'autres domaines. D'accord, c'est quelque chose que tu avais déjà l'intention de faire avant ton burn-out ou tu pensais vraiment le préparer sur du long terme? Alors, au départ, j'étais partie plus sur peut-être de l'artistique, du créatif. Euh, Notamment, je faisais des livres en tissu pour les enfants, des choses comme ça. Et puis, je me suis formée au Feng Shui, qui était plus proche de l'architecture. Et puis, les spécificités de mes enfants ont fait que je me suis formée à des choses pour pouvoir leur venir en aide, notamment la méditation. Et ça a vraiment été pour moi une découverte. Enfin, le fait de pouvoir apprendre aux enfants à faire de la pleine conscience, ça a été vraiment un déclic. Et puis de là, ça a enchaîné d'autres formations pour l'accompagnement parentalité positive ou pour les ateliers philo, etc. D'accord. Justement, l'atelier des Trois Oursons, moi, j'imagine que ça tire leur nom de tes trois enfants. Tout à fait. Est-ce que tu peux présenter peut-être les activités que tu proposes avec cet atelier? Alors, il y a 2 parties. Il y a d'abord la partie que je fais chez moi au sein de l'atelier 3 oursons, où là, vraiment, ce sont des ateliers pour les familles et pour les enfants, en lien avec le bien-être. L'idée, c'est qu'il y a un fil conducteur qui est retrouver un petit peu la joie dans sa famille, trouver des activités qui créent du lien. Et donc, je fais des cycles de pleine conscience pour les familles. Je fais des ateliers créatifs en duo parents-enfants, de la méditation rien que pour les enfants, et puis des accompagnements personnalisés en parentalité positive et en feng shui. Et puis à côté de ça, je vais dans les écoles et je fais des ateliers en temps scolaire et en temps parascolaire autour de la méditation et de la philo pour enfants. D'accord. Et les personnes qui viennent te voir, peut-être déjà hors cadre scolaire, c'est des personnes qui s'intéressent déjà à la parentalité positive, qui connaissent déjà un petit peu ces termes-là, ou alors c'est plutôt des personnes un petit peu perdues dans leur famille qui ont besoin de recréer un lien familial? En général, c'est déjà des gens qui ont pas mal de bagages, qui ont déjà beaucoup lu sur le sujet, mais qui ont du mal à se lancer, qui ont besoin de soutien ou d'outils plus concrets, qui sont un petit peu noyés dans toutes les injonctions qu'elles lisent ou qui n'osent pas. Souvent, il y a des gens qui manquent de confiance, qui pensent mal faire
Et en fait, l'idée là, c'est de réexpliquer vraiment les concepts et de les accompagner et de les aider à faire leur propre boîte à outils D'accord. pour se lancer. Et justement, tu pourrais nous expliquer un petit peu le concept qui se cache derrière la parentalité positive? Oui, alors c'est un mot qu'on entend beaucoup, hein, éducation positive, parentalité positive, et ça cache sans doute plein de choses. Donc, je vais te parler de qu'est-ce que moi j'entends derrière ce terme. L'idée, c'est vraiment de créer du lien sur le long terme. C'est-à-dire se dire, tout ce que je mets en place aujourd'hui, c'est pour créer une relation parent-enfant qui va fonctionner aujourd'hui, mais qui va aussi fonctionner dans 20 ans. C'est une parentalité où on a une présence, on s'engage à être vraiment 100% présent auprès de notre enfant et de l'accompagner dans ses besoins et ses émotions, c'est-à-dire lui apprendre et nous aussi apprendre par la même occasion à reconnaître nos besoins, ses besoins, à faire la distinction et lui apprendre à acquérir de l'autonomie, mais en se respectant et en respectant les besoins de chacun et ses émotions aussi. Il y a différentes choses qu'on utilise, notamment la communication non violente, qui est un des grands piliers qui vient un petit peu nous aider là-dedans. Mais il y a toute une série d'outils qui peuvent être très variables d'une famille à l'autre en fonction de la manière dont elle fonctionne. Mais l'idée vraiment générale, c'est d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a, nous en tant que maman, en tant que papa et en tant qu'enfant, et surtout accueillir chacun tel qu'il est. Et ça prend du temps à mettre en place cette- ce tissu familial ou alors c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement Il y a des choses qui se mettent, je trouve, je vais parler de mon expérience très personnelle. Il y a des choses qu'on met en place et on voit tout de suite les enfants évoluer différemment. Par contre, c'est jamais fini parce que les enfants grandissent et quand on les voit à 2-3 ans, on agit d'une certaine manière, mais à 15 ans, on a besoin d'autres outils et donc il faut chaque fois remettre les outils en question et évoluer. Mais par contre, il y a des choses qui sont tout de même acquises au fur et à mesure. Par exemple, le fait de leur apprendre à nommer leurs émotions et à pouvoir avoir un espace de parole en famille, ça c'est quelque chose qu'on met en place, qui fonctionne assez rapidement et qu'on va garder tout au long de notre vie de parents. et à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut mettre en place cette parentalité positive, cette éducation positive? Est-ce que on peut commencer tout petit? Est-ce qu'à partir d'un moment c'est déjà trop tard? Quel public tu reçois aussi? Alors, en général, c'est quand même un public avec des enfants de 0 à 12 ans, je dirais, parce que ado, c'est parfois des problématiques plus spécifiques. Mais ça marche, je pense, à tout âge. Et puis, c'est des outils qu'on va utiliser aussi, je sais pas, dans le cadre du travail, en parlant, nous, à nos parents, il y a des choses qu'on peut utiliser. Moi, que ce soit la communication non violente ou la reconnaissance des besoins des autres, c'est des choses qu'on utilise avec toutes les personnes qu'on rencontre. Mais c'est vrai que dans le suivi, l'accompagnement que je fais, c'est plus spécifique, je dirais, de 0 à 12 ans. D'accord. Et tu as vu des changements se produire qui t'ont particulièrement marqué? Mais dans la parentalité, je rencontre essentiellement les parents. Mhm. Et donc, je dirais que ce que je vois le plus souvent, c'est souvent des mamans qui viennent. Et c'est le fait qu'elles, tout d'un coup, elles se font confiance. Et elles apprennent aussi à un petit peu lâcher, accepter d'être fatiguées, accepter que c'est OK si on ne repasse pas tout le linge de la manne à linge. Voilà, c'est un exemple. Moi, je leur dis souvent, mais c'est OK, quoi. Et elles ont besoin de l'entendre. Et ça, souvent, ça fait voilà, s'asseoir. Et les accompagnements commencent souvent comme ça. On s'assied, on prend une tisane et on papote. Et déjà, c'est une part du travail qui est faite. C'est l'heure qu'on se réserve pour soi, entre nous, ça fait déjà beaucoup de bien. D'accord. Et est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution de la parentalité ou de la maternité depuis ces dernières années? Tu disais que tu avais fait un burn-out en tout début de l'épisode. C'est vrai qu'on attend de plus en plus des femmes, qu'elles soient mères, qu'elles soient actives aussi en entreprise et aussi des pères. Tu as vu cette évolution aussi et justement peut-être des personnes qui se tournent plus vers cette forme d'éducation, peut-être plus douce, avec moins d'attentes. Je ne sais pas, c'est une évolution parce que quand je vois aussi des mamans qui lisent beaucoup de livres sur le sujet, ça crée aussi
finalement une accumulation d'exigences envers elles-mêmes. Et c'est la première chose peut-être que je détricote, c'est que quand elles viennent là, en leur disant, ben, c'est OK, enfin, si vous êtes là déjà, c'est que vous êtes super bienveillant envers votre enfant et que tout va bien aller. Mais ouais, en général, moi, je vois comme beaucoup de gens très stressés. Et je ne parlerai pas là que des parents, mais aussi des enfants, des tout petits enfants que je rencontre qui, tout petits, savent très très bien ce que c'est le stress. Et, je peux pas comparer parce que ça fait que 5 ans que je suis face à ce public, mais en 5 ans, ils ne sont pas moins stressés en tout cas, ou pas plus attentifs. Et justement, tu disais que tu intervenais en milieu scolaire. C'est quoi les activités que tu proposes? La méditation pleine conscience pour les Ouais. enfants, c'est quoi par exemple? Alors ben là, je les rencontre pendant 10 semaines, ces enfants. Donc je les vois 1 à 2 fois par semaine selon le timing décidé par l'école. Et on apprend voilà, des outils. Alors on commence par le souffle, la respiration. On fait des petits jeux, des petits exercices pour apprendre à sentir son souffle. Et puis là, c'est pareil, on fait plein de petits jeux pour reconnaître ses émotions, retrouver quels sont nos super pouvoirs, quelles sont nos qualités, apprendre à reconnaître les qualités de l'autre. Enfin, on travaille à la fois sur la confiance en soi, sur la connaissance de notre corps et aussi le respect de l'autre. Et, voilà, enfin, c'est toute une série d'outils qui est très vraiment en fonction des âges. Enfin, j'ai un outil, par exemple, qu'on voit souvent pour la méditation, mais ça, c'est quelque chose où on apprend à nos enfants à respirer. Et puis, ils doivent me mimer leur rythme respiratoire. Donc, chacun le fait et puis on le reprend tous ensemble. Et donc, on sent aussi que on respire tous différemment. Ou bien, moi, je respire comme lui, mais alors quand je cours, ça fait comment? Et puis, alors, ils me montrent comment ils font quand ils courent. Et puis, moi, je leur montre aussi. Et donc, on apprend à la fois comment moi, je fonctionne, mais comment l'autre fonctionne. Et, mais c'est un petit peu ce qui sous-tend tous les ateliers que, que je fais, parce que la méditation, c'est vraiment le cœur pour moi la ressource sacrée. Et quel que soit ce que je fais comme atelier, il y a toujours un moment de pleine conscience et de respiration pour se poser, pour respirer, pour se faire du bien et voir qu'on est tous un petit peu pareils, on a tous besoin de ça. Et à l'issue de ces 10 semaines, là aussi, tu vois des changements chez les enfants? Oui, là vraiment, c'est très, très flagrant. Il y a vraiment des enfants qui parviennent tout de suite à apprivoiser ces exercices et qui le font chez eux. Il y a des enfants qui viennent me le dire moi, le soir, moi je fais ça, ou je fais ci, et ça m'aide à m'endormir, ou avant les devoirs. Alors il y a des enfants qui sont plus imperméables à ça, mais en général, il y a vraiment, je dirais, un tiers qui tout de suite utilise les outils, et un autre tiers qui le fait de temps en temps. Et puis, en général, ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a une unité dans la classe qui se crée. On fait aussi des jeux tous ensemble. Et là, il y a quand même quelque chose qui se passe aussi. Il y a du lien. Et les exercices qu'on fait, par exemple, sur la gratitude, au sein de l'école, au sein de la classe, ça, on voit vraiment, je trouve, la différence. C'est parfois, le dernier atelier est souvent très émouvant parce que voilà, il y a des enfants qui vont pleurer ou exprimer des choses, on va tous se serrer dans les bras. Enfin voilà, il y a vraiment, on s'autorise aussi ça pendant les ateliers. C'est aussi un moment où on est en dehors de la classe et on peut exprimer des émotions qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'exprimer à l'école. Et ça aurait sa place, par exemple, la méditation pleine conscience à l'école, vraiment, peut-être plus officiellement, c'est qui est demandeur? C'est les professeurs, c'est les parents, ou c'est toi qui es encore obligé de démarcher pour... Oui, je démarche beaucoup évidemment, mais en général, les parents sont assez demandeurs. Et certains professeurs, parce qu'ils se rendent compte que les élèves se dispersent beaucoup. Et oui, ça a sa place, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur la concentration et l'attention. Et donc, dans les classes où je suis déjà intervenue, en général, les professeurs continuent à utiliser les outils. Et donc, en général, soit après les récréations, quand ils sont super excités, le prof peut tirer un outil, que ce soit cette balle ou autre chose, et les enfants connaissent l'exercice, où il y a des bandes audio et ils mettent les bandes audio et ils méditent tous ensemble, mais aussi avant les examens, par exemple. Il y a des classes chez les plus grands, quand ils ont des examens, il y a les professeurs qui mettent les méditations en marche, et donc les enfants apprennent à ce moment-là à vraiment se concentrer et ils sont plus aptes à répondre aux questions de l'examen. D'accord. Et c'est quelle tranche d'âge qui suit tes ateliers?
Alors vraiment, le cycle complet, ça commence à 5 ans, mais j'ai déjà fait des tout petits à partir de 3 ans. Et là, on reste plutôt sur la connaissance du corps et voilà, où sont les différentes parties de mon corps, qu'est-ce qui respire, qu'est-ce qui bouge quand je respire, et essayer de rester 1 minute immobile, et qu'est-ce que ça fait si je reste immobile, et on s'arrête là. Mais la graine est plantée, et un jour, ils rencontreront de nouveau la pleine conscience, et ils se diront, ah, en fait, j'en ai déjà fait. Mais à partir de 5 ans, là, vraiment, on peut aller... on peut travailler sur tous les aspects et on peut travailler sur des visualisations. On les emmène dans un endroit où ils sont toujours bien, toujours à l'abri. Et là, ils savent imaginer des choses, des nuages, des bonbons, des plages de sable fin. Enfin, chacun son univers et ça fonctionne très, très bien. Parce que c'est vrai que je suis souvent tes publications sur Facebook et je vois que tu parles souvent de la philosophie. Et la philosophie pour les enfants, c'est un outil aussi que tu utilises. Oui. Donc là, je mets une autre casquette, je dirais. Hein. C'est parce que je travaille pour plusieurs associations. Là, je travaille avec Sève. Et donc, je rencontre des classes pour faire de la philo. Et en général, il y a toujours un moment de méditation avant. Pareil, pour la concentration, pour être pleinement présent. Et puis, mais pour moi, c'est assez proche. C'est-à-dire qu'on travaille aussi la confiance en soi, le respect de la parole de l'autre, l'acceptation des différences. Enfin, on travaille aussi avec ses émotions, parce que souvent, la question qui revient, c'est à quoi ça sert une émotion, qu'est-ce que c'est. Donc finalement, les thèmes sont très semblables, mais on va utiliser un autre canal. On va pousser les enfants à s'exprimer, à essayer d'expliquer leurs idées avec un vocabulaire plus pointu, etc. D'accord, merci. Et du coup, toi, au quotidien, tu pratiques la méditation. Enfin, c'est quoi un petit peu qui te sert pour ensuite transmettre tous ces outils que tu proposes? Oui, bien sûr, la méditation, ça c'est évident. Alors, je ne suis pas une fan des grandes pauses assises sur mon coussin parce que j'ai mal partout. Mais moi, c'est plutôt les toutes petites pauses à plein de moments de la journée. C'est m'arrêter, respirer, m'émerveiller de ce que je vois. Voilà, l'oiseau qui chante, la jolie fleur qui pousse entre deux pierres sur le trottoir, voilà, la coccinelle qui est sur ma boîte aux lettres. Enfin, tu vois, des choses comme ça où je prends le temps de m'arrêter, de regarder. Et puis, mais avant chaque atelier, avant de rentrer dans chaque classe, je respire toujours pendant au moins 1 ou 2 minutes parce que moi aussi, j'ai besoin d'être pleinement là avec eux. Et je fais ça avec les enfants aussi. Enfin, avec mes enfants, quand je sens que la situation est un peu plus tendue, ben, c'est OK, je respire. Et tu te souviens du moment où personnellement tu as, tu as impliqué toutes ces solutions dans ta propre famille? Oui, Il y a eu oui, un oui, déclic. oui, oui, vraiment. Enfin, c'est pas la même chose avec chaque enfant, ils sont tous différents, mais avec l'aîné, vraiment, on a vraiment on a découvert l'outil à deux, vraiment, pour l'aider à gérer ces vagues de plein de choses qui le submergeaient, et ça nous a fait du bien à tous les deux, et moi, j'ai continué de mon côté, et puis voilà, je me suis formée, et je transmets aux autres. Et tu tires d'où toutes tes inspirations? Tu as peut-être des lectures ou des sites web ou des formations que tu conseilles pour justement attiser ta créativité? Alors moi, j'ai suivi deux formations principales. Donc, j'ai suivi la formation CEF pour devenir animateur d'atelier philo. Et puis, j'ai suivi la formation Peace de l'association Méditation Enseignement pour la méditation. Et puis après, que ce soit l'un ou l'autre, il y a une multitude de livres qui existent. Et moi, je pioche vraiment un petit peu partout. Et puis, je pioche beaucoup aussi dans les personnes que j'ai face à moi. Parce qu'en général, elles ont un vécu, elles ont une histoire. Enfin, les enfants, ils ont toujours une passion, par exemple. Et donc, du coup, je repars de ce qui les anime, de ce qui les fait vivre. Et puis, on invente des histoires ensemble. Et si ceux qui préfèrent bouger, on fait un peu plus de yoga. Et puis, voilà, là tu vois bien ce que je veux dire, parce que je me suis formée avec toi. Mais c'est tout ça qui fait que ça nourrit les ateliers. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent tout de même des enfants. En philo, par exemple, ils ont toujours plein d'idées sur des questions philo qu'ils veulent aborder. Et tu aurais peut-être un conseil à donner à une famille qui viendrait te voir et qui ne connaîtrait pas
passer concept et qui voilà, partirait on va dire de zéro et qui aura envie de s'engager dans cette démarche? Un seul concept. Euh, Ou quelques conseils comme ça, quelques pistes pour commencer, pour mettre le pied à ouais. l'étrier? Je pense que le conseil le plus important, je pense, c'est ralentir. Hmm. Parce que c'est vraiment ce qui permet de prendre le temps d'écouter les enfants, de s'écouter soi, de ne pas toujours être dans l'urgence, courir après le temps. Et au final, c'est comme ce qui m'a le plus servi parce que aujourd'hui, voilà, j'ai plus besoin de réveil, j'ai plus besoin de courir après le temps. Bien sûr, les enfants sont plus grands, mais je m'amuse toute la journée, quoi. Et en mode cool, je peux prendre 5 minutes avant un atelier sans courir, à respirer pour faire un meilleur atelier après. Et je pense que c'est peut-être ça le conseil Hmm. le plus important. Est-ce que tu l'as senti sur toi aussi, ce changement par rapport à qui tu étais il y a peut-être Ouais. quelques années? Oui, vraiment. Ralentir, respirer et s'émerveiller. Hmm. Et tu as des projets à venir que tu aurais envie de voir fleurir? Alors, il y a un projet un peu plus, qui se concrétise très, très doucement. Mais c'est vrai que j'aimerais bien accueillir des groupes un peu plus grands parce que j'ai toute petite pièce. Donc, voilà, et on n'a pas d'espace extérieur ici. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir accueillir des gens dans un espace un peu plus grand et peut-être des familles sur un week-end, des choses comme ça, avec un espace extérieur. Ça c'est l'idée qui fait son chemin et j'espère bien concrétiser ça à moyen terme. D'accord. Et pour finir, si les auditeurs veulent te retrouver, tu aurais un endroit vers lequel les diriger? Je pense que mon site internet, donc atelierles3oursons.be, c'est ce qui explique le mieux les différentes facettes de ce que je propose. Et puis oui, sur la page Facebook, là, je poste parfois des petites photos des activités ou le planning des ateliers à venir. Mais le concept et l'explication, c'est vraiment sur le site internet. D'accord, merci. On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Super. Et puis, merci beaucoup, Chloé, pour cette conversation, pour ces explications. Puis, je te souhaite une belle soirée et à très bientôt. Toi aussi, merci. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre Au fil des lunes, justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de 8 personnages dont la vocation est de guider leurs prochains vers un mieux-être, que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités, où les langues se délient et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la 2e journée de la retraite à laquelle vous avez été conviés. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître reiki, d'une prof de yoga et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie s'est faite non sans heurts, remise en question, doute ou compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les 8 nouvelles de ce livre, au goût d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves. C'è anche la maglia.